et je travaille à l'association Migado, qui veut dire Migrateur Garonne-Dordogne. Je vais vous parler de poissons et je remercie Jacques et Camille Thillot, qui est dans le membre du jury, pour m'avoir offert l'occasion de parler un petit peu de ma passion et de mon métier parmi vous. Félicitations à tous ceux-là d'être venus, des vidéos super. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait et encore bravo. Du coup, juste pour vous situer un petit peu, parce que je sais que vous n'êtes pas tous du secteur, j'ai une petite outrance de mettre où est-ce que j'en étais, là à Toulouse, la France. Et c'est un peu pour vous parler de mon territoire, mon terrain de jeu en fait, mon terrain de jeu de l'association, où on travaille donc sur la Garonne et la Dordogne, donc deux gros fleuves qui confluent ensemble vers l'estuaire de la Gironde, le plus gros estuaire d'Europe. Et voilà, on travaille sur tout ce territoire-là, sur deux axes principaux et tous les affluents, pour travailler essentiellement sur ces fameux poissons migrateurs. C'est quoi nos rôles? En fait, évidemment, la première chose, c'est de connaître les populations. Quand on veut faire de la dynamique de peuple, c'est de savoir qui ils sont, combien ils sont, est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce qu'ils sont capables d'effectuer la totalité de leur cycle biologique. On a des moyens d'observation divers et variés, parce que c'est pas facile d'observer des poissons dans la rivière. Donc il faut avoir un peu allié la technique et puis la biologie des espèces pour comprendre comment ils fonctionnent dans le milieu. Donc des moyens, là, je vous ai mis un exemple de moyens vidéo, on en parlera d'autres. On produit aussi des juvéniles dans notre structure, parce qu'on a affaire à des espèces qui sont en danger, et certaines ont disparu. Donc on est obligé de réensemencer les cours d'eau, faire du repeuplement, en allant chercher des géniteurs sauvages dans le milieu, et après les faire pondre de manière artificielle, et faire les actions de repeuplement. Alors, je suis pas très à l'aise avec le truc, là. Voilà. Repeupler les cours d'eau, c'est-à-dire aller remettre des juvéniles dans le milieu, et puis espérer qu'ils puissent après grossir et accomplir la totalité de leur cycle biologique. En fait, le but du jeu pour moi, c'est de plus rien faire. C'est de regarder les choses se faire naturellement, mais pour l'instant, on n'en est pas là, on est obligé d'agir et d'effectuer ces missions-là. Et puis derrière, évidemment, tout ça, il faut voir si ce que l'on fait fonctionne. Donc on fait tout un tas de suivi biologique qui consiste à aller faire des suivis de reproduction, de la description des habitats, beaucoup de descriptions d'habitats, voir si l'habitat est capable d'accueillir ces poissons-là. Études de comportement, de la télémétrie, de la radiotélémétrie, acoustique, etc. Faire des pêches électriques d'inventaire, voir si dans le milieu, les juvéniles survivent, par exemple. Et puis après, connaître les conditions environnementales, les débits, les températures de l'eau, mettre tout ça dans une grosse machine et puis essayer de voir si le milieu, la Garonne et la Dordogne sont capables d'accueillir ces poissons. Notre structure, en fait, vite fait, c'est 30 salariés, beaucoup de techniciens, tous pratiquement des biologistes, avec des cadres chargés de mission, un directeur, un conseil d'administration, une association issue du milieu de la pêche, essentiellement professionnelle ou de loisirs, et puis des financements publics, agences de l'eau, européens, FEDER, EDF. EDF, on verra il faut bien qu'ils payent parce qu'il se passe des choses avec eux. Les pêcheurs, à la FNPF, des collectivités, tout ça, un gros budget pour la structure, 3 millions à peu près d'euros par an. Alors la Garonne, juste pour vous la montrer, c'est pas pour vous faire découvrir la Garonne, mais juste pour vous dire qu'elle a différents visages en fait. Quand on est sur la Garonne, là où on se situe, les gens ne voient pas la même chose. Quand on est tout en bas, l'estuaire, c'est la photo du haut là. En fait, c'est très large, c'est saumâtre, c'est presque qu'une voie de transit. Les populations de poissons migrateurs ne s'arrêtent pas là, mais doivent traverser un milieu qui est très particulier, avec la navigation, etc. Et puis plus on monte le cours d'eau, plus le faciès, la rivière telle qu'on la regarde, change. Donc les habitats changent, et donc les poissons, migrateurs ou pas, vont devoir s'arrêter ici parce que ça leur convient, ou continuer à grimper parce que ça ne leur convient pas pour accomplir la reproduction ou le grossissement. Et quand on monte, évidemment, on arrive dans des eaux beaucoup plus torrentielles, qui sont très oxygénées, souvent de bonne qualité. Ce sera particulièrement vrai pour les saumons qui devront aller retrouver des habitats de ce type-là et qu'on retrouve sur le haut de la Garonne. C'est un fleuve qui fait 450 km à peu près, qui prend sa source en Espagne et qui traverse des grosses villes comme Toulouse, Agen, Bordeaux, avant d'aller retrouver l'estuaire et la confluence ici avec la Dordogne. Je suis un peu nul avec le truc. Alors les poissons migrateurs, qui sont-ils? Et puis qu'est-ce qu'un poisson migrateur en fait, après tout? On va me dire c'est un poisson qui bouge. Ouais, ça c'est vrai. Ça migre, ça bouge. Et en fait c'est un abus de langage, on devrait dire poisson grand migrateur parce que tous les poissons bougent pour aller faire leur petit
manger ou se reproduire. Nous, on parle de grands migrateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont les seules espèces capables de vivre dans 2 milieux de salinité différents. Le parcours est tellement énorme qu'ils passent de l'eau douce à l'eau salée et vice-versa. Ça, c'est incroyable et ça implique des grandes distances. Donc, de grosses contraintes pour ces grands voyageurs. Donc, une migration entre l'océan et la rivière. Et puis là, je porte le drapeau, le fleuron de notre bassin, Garonne Dordogne, parce qu'on est le seul bassin européen à posséder la totalité des espèces de grands migrateurs d'Europe de l'Ouest. On a 8, et c'est une des raisons pour laquelle je me bagarre, en fait. Parce qu'on a un patrimoine en termes de biodiversité qui est très riche et qu'on ne veut absolument pas perdre. Alors, qui sont-ils? Alors, on verra des photos plus tard, mais là, je vous montre juste des dessins. Bon, en tout cas, des belles images. Les champions, en fait, de la rivière, là, les 2 premiers, saumon atlantique, truites de mer, c'est de grands salmonidés. Je les appelle champions parce que du fait de leur forme, du fait de leur taille, du fait de leur poids, de leur masse, ils sont capables d'affronter un peu tout. Et c'est eux qui vont devoir faire les plus grands parcours, aller de l'estuaire jusque pratiquement le Piémont, la montagne, pour pouvoir se reproduire. Ils sont taillés pour ça, et voilà, pour nous c'est un peu nos champions. 2 autres espèces. Alors ce n'est pas des poissons, c'est des agnates, lamproie marine et lamproie fluviatile. Ces espèces-là n'ont pas évolué depuis T-Rex, 65 millions d'années. On les trouve encore de la même manière. Et ça pullule sur Garonne et Dordogne. Je dis pullule parce que c'est un peu aussi l'emblème du bassin Garonne-Dordogne. Ces poissons, enfin, c'est des espèces qui n'ont pas de bouche, qui vivent comme des parasites, etc. Voilà, c'est des poissons. Et en plus, c'est là que je travaille en particulier. La lamproie fluviatile et la lamproie marine. L'esturgeon. Alors l'esturgeon européen, il y a plein de sortes d'esturgeons, plein d'espèces, mais l'esturgeon européen est en voie d'extinction et il ne vit plus que dans l'estuaire de la Garonne. Il n'y a plus qu'ici qu'on la retrouve, alors qu'eux ont fréquenté les Pays-Bas jusqu'au Portugal, toute la côte atlantique. Et il n'y a plus que dans l'estuaire de la Garonne qu'on en retrouve à terme de reliquats. Et il y a un grand plan de restauration nationale de l'esturgeon, dont Migado a la charge. Et c'est une sorte de poids sur les épaules de la structure, parce qu'on attend beaucoup de ça de notre part. Et puis après, 2 espèces emblématiques de la même famille que les sardines, sauf que c'est des grosses sardines, 60 cm, tous les migrateurs sont des gros poissons. La grande alose et l'alose fan qui vivent aussi sur Garonne et Dordogne et qui vont se reproduire sur la partie moyenne des fleuves. Ces 7 espèces-là accomplissent un cycle de la manière suivante. Elles se reproduisent en eau douce, migrent en mer, en océan pour manger, pour grossir, et reviennent en eau douce pour pondre. C'est le cycle. La dernière, l'anguille. Là, vous connaissez l'anguille. C'est la seule espèce migratrice qui fait tout à l'envers. Donc, elle va aller se reproduire dans l'océan. Toutes les anguilles d'Europe vont au même endroit, dans la mer des Sargasses, sud de la Floride, 6000 km. Et puis, ils vont pondre, et les petites larves vont revenir au gré des courants, se dispatcher sur la côte atlantique, et on va récupérer des jeunes stades, cibelles, balles, et elles vont venir manger dans nos cours d'eau, grossir dans l'eau douce. Donc c'est un cycle inverse. Et donc sur Garonne Dordogne, on les a tous. Donc on travaille sur la totalité de ces espèces-là au sein de Migado, là où je travaille. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à comprendre comment ça marche. Je vais vous donner juste un exemple et on va zoomer sur le saumon et comment fonctionne un cycle biologique. Alors j'ai un schéma qui est très moche, qui n'est pas de la qualité de ce que je viens de voir juste avant au niveau vidéo, mais en gros, la couleur verdâtre, là, un peu moche, c'est l'eau douce, et puis après en bleu c'est l'océan. La reproduction pour les jeunes saumons, donc les adultes, vont se reproduire plutôt dans la montagne, dans le Piémont. Un couple, voire plusieurs mâles avec une femelle, vont faire des nids. Donc il va y avoir une dépose d'œufs. Les mâles en général vont protéger le nid et les œufs vont éclore. Et on aime bien, souvent en biologie, de changer de nom quand on change de stade. Donc ils vont passer du stade alevin, puis tacon. Ils vont rester 1 à 3 ans en rivière. Dans la Garonne Dordogne, c'est plutôt 2 ans, la moyenne. Et puis, arrivé à un moment, physiologiquement, ils vont se transformer. Ils sont toujours dans la montagne et ils vont s'adapter à l'eau salée. Ça, c'est complètement génétique. On les appelle smolt, parce que smolt, ça vient du mot sel. Et donc, il y a ce qu'on appelle le phénomène de smoltification.
les espèces s'habituent à l'eau salée alors qu'elles sont dans la montagne. Donc là, le milieu devient hostile et les espèces n'ont plus, les poissons n'ont plus qu'une seule envie, c'est partir vers l'océan. Donc ils vont dévaler le cours d'eau et aller très très vite, 2 mois à peu près, ça se passe en ce moment, là, plutôt mars-avril, et ils partent et ils vont dans l'océan. Dans l'océan, ils vont aller vers les eaux fraîches, donc remonter le cours d'eau, enfin remonter jusqu'au Groenland, les îles Féroé, et rester 1 à 3 ans pour manger. Donc, au départ, un peu de plancton, puis des petits poissons, des crustacés, du krill, et rester là-bas 1 à 3 ans en mer. Et puis, une fois qu'ils sont prêts à être géniteurs, matures, vont remigrer dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle le phénomène de migration de montaison, donc repartir de l'océan pour revenir au stade adulte dans la rivière d'origine. Et c'est la seule espèce en plus qui est capable de revenir dans la rivière où il est né. Ça, c'est le cycle biologique. Toutes les espèces qu'on a vues jusqu'à présent font ce cycle-là. Et je vais zoomer sur le saumon parce que j'avais envie de vous balader un petit peu sur la Garonne. Et le saumon est l'espèce qui doit partir de l'estuaire jusqu'à la montagne, donc on va traverser un peu les villes et puis voir ce qui lui arrive. On parle de contraintes, parce qu'il faut bien imaginer que ces parcours qui font 3000 km pour le saumon à l'aller, 3000 km pour le retour, ça ne se fait pas comme ça. Et donc l'homme est venu dessus et qui va amener ces éléments qui fait que pour les espèces comme le saumon, c'est un grand danger. Donc c'est une espèce emblématique, la seule espèce qui revient sur son lieu d'origine, et puis qui est aussi un symbole de qualité d'eau et du milieu. Le saumon ne vit pas n'importe où, il a besoin de qualités particulières, d'eau, mais aussi d'habitat, de cailloux, ne serait-ce que pour faire des nids. S'il n'y a pas de cailloux, on ne peut pas faire de nid, s'il n'y a pas de nid, il n'y a pas d'œuf, etc. La chaîne se perd. Donc on ne travaille pas pour le saumon juste parce que ça nous fait plaisir de travailler sur le saumon, mais quand on travaille sur le saumon, on travaille d'abord sur le milieu, et puis après, on essaye de réintroduire une espèce. Le monde, tel qu'il est aujourd'hui, le zoom du monde tel qu'il est aujourd'hui, et je vais vous faire partir, si je suis petit smolt et je m'en vais. Où est-ce que je vais? Donc je pars de la Garonne et de la Dordogne, je suis un petit smolt et je vais aller grossir. Donc je pars et je nage jusque les eaux fraîches. Et en chemin, je rencontre d'autres copains qui viennent d'Irlande, qui viennent d'Écosse, qui viennent du nord de l'Angleterre. Je ne me suis pas amusé à faire ceux qui venaient du Canada, ni ceux qui viennent de Norvège, mais tout le monde va former une sorte de gros stock de saumon atlantique, ils vont tous à peu près au même endroit. Alors c'est pas forcément là où j'ai mis le gros point rouge, mais voilà, c'est une zone où ils vont pouvoir manger et tranquillement se développer. Pour les nôtres, on se rend compte qu'on est un peu la partie la plus sud de la vie du saumon atlantique, donc c'est les plus grosses distances, à peu près 3000 km pour aller juste manger. Il n'y a pas de tourisme chez le saumon atlantique, je pars et je vais manger. J'ai bien mangé, je suis resté 1 à 3 ans, je repars. Je suis prêt à faire le chemin inverse. Donc tout le monde repart en même temps, et puis la magie de cette espèce-là, c'est que si je suis venu du nord de l'Angleterre, je repars là-bas. Si je suis venu d'Irlande, je repars en Irlande, et puis nos petits points jaunes, là, ils reviennent chez nous. Alors ils ne reviennent pas tous, évidemment, sur des parcours comme ça, il faut bien imaginer qu'il y a de l'égarement, de la prédation, de la mortalité naturelle. Peu importe, ceux qui reviennent chez nous et ils sont issus d'une reproduction qui a eu lieu sur la Garonne ou sur la Dordogne. Ça, c'est le phénomène un peu incroyable. Comment ça se passe, ça? En fait, quand ils sont à des jeunes stades, ils acquièrent ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Donc, en fait, ils acquièrent tous les éléments physico-chimiques qui est vraiment spécifique à la rivière. Et moi, si je bois de l'eau de la Garonne ou de la Dordogne, je bois de l'eau. Et un saumon, s'il est de Garonne et Dordogne, il sent Garonne et Dordogne. Et ça, c'est incroyable. Alors vous allez me dire, quand on est au Groenland, l'eau de la Garonne et de la Dordogne, c'est pas trop, on la sent pas. Hein. Alors ça marche un petit peu avec le champ magnétique, ça, terrestre. Il y a des études assez précises qui expliquent que, en gros, je suis parti au nord, je repars au sud. Et je repars au sud comment? En longeant les estuaires. C'est pas comme ça et puis comme ça. Ça se passe, je file droit, puis là je dois être en face de la Garonne, je tire tout droit, c'est pas la course du Rhum. Mais en fait, ils vont partir et puis longer les estuaires, et puis à chaque estuaire, c'est un abus de langage, mais ils vont rentrer, ressortir. Ah bah non, c'est pas la Garonne, là je me sauve, c'est pas chez moi. Alors évidemment, il y a toujours des plus malins qui y vont, mais la perte est très faible, et puis ils tentent, ils arrivent, et puis ils longent les côtes, l'autre les côtes, il y a la Loire, c'est toujours pas chez moi, j'arrive, estuaire de la Gironde, ça ressemble à ce que j'ai connu quand j'étais petit, j'y rentre. Et ça, on a fait des études de marquage
internationaux avec les mêmes codes, et on sait que des poissons à nous, par exemple, sont rentrés sur la Shannon en Irlande et puis sont sortis. En fait, on a des études précises qui expliquent ça. Et puis, quand on arrive dans l'estuaire de la Garonne, enfin la Gironde, là-haut, il faut faire tout ça encore, parce que c'est pas fini le parcours. Il faut venir à minima en amont de Toulouse, donc au-dessus, ou alors aller dans la montagne, là où c'est encore mieux. Alors on se dit, on a fait 3000 km d'océan, c'est de la rigolade ce qui va nous arriver là. La première chose, c'est qu'ils ne mangent plus. Ils sont habitués à manger dans l'eau salée, ils sont incapables, en tout cas naturellement et de manière spontanée, à refaire fonctionner tout le phénomène de digestion et de pouvoir se nourrir en eau douce. Donc ils vont vivre sur des réserves, d'où l'importance d'être un peu le champion du monde et d'être assez gros. Et puis après, l'homme est intervenu. L'hydroélectricité, début des années 70, avec la construction de grands barrages, un premier ici sur la Garonne, un peu au niveau d'Agen, 2 à Toulouse. Et puis là, puisqu'on est dans de la montagne, avec de la pente, il y a beaucoup d'électricité qui peut être produite. Donc là, on a une série de 19 là, avant de pouvoir accéder aux bonnes zones. Donc en fait, le parcours est compliqué et perturbé, et il a fallu trouver des solutions. Alors au début, personne ne savait ce que c'était qu'un saumon, pourquoi il devait passer, etc. Il a fallu d'abord étudier l'espèce, et puis de se rendre compte que la continuité écologique, la libre circulation sur un cours d'eau, pouvoir aller d'un point A à un point B indépendamment qu'on ait un mur devant soi, c'est fondamental pour cette espèce-là, et puis pour la plupart des espèces. Donc quand on arrive ici, le premier obstacle que rencontre un poisson, un saumon qui remonte le cours d'eau, c'est Goldflesh. Donc c'est une centrale hydroélectrique qui a été construite en 1970 à peu près. Et je vais vous faire le saumon qui s'en va en 1968, qui dévale, le petit smoke, qui ne connaît pas ce mur-là. Il part allègrement au Groenland, il va manger, il est tout content, il se dit vivement que je retourne me reproduire. Je reviens, mais 2 ans plus tard. Entre-temps, l'homme, il a une végétation de désert, il a construit ça. Ça fait 17 mètres de haut, ce truc-là. Et donc, le saumon qui remonte, il arrive, il a du but dans le mur. Et puis, il faut bien se reproduire quand même. La femelle va expulser ses œufs, il va y avoir peut-être fécondation, sauf qu'on est à 250 km de l'océan, c'est-à-dire on est à peu près à 300 km de la montagne. Et donc, en fait, on n'est pas du tout au bon endroit, il n'y a pas de cailloux, donc il n'y a pas de fécondation, ça meurt, et donc pas de progéniture derrière. Le grand frère, qui est resté 1 an de plus au Groenland, il revient, puis lui aussi tombe sur le mur, la même chose, et puis en 2 ans, l'espèce saumon disparaît de la Garonne. Voilà. On pense souvent qu'une espèce, il faut des milliers d'années, des centaines d'années pour disparaître. L'homme est capable de faire mieux. 2 ans. Et ça disparaît de la Garonne, de la Dordogne, du Rhin, de la Loire, du fleuve breton. Et l'espèce disparaît à l'échelle nationale, internationale. Et donc en fait, il a fallu trouver des solutions, et ça que par à cause d'une histoire de mur. Alors, c'est important, mais on pense qu'on est capable de faire. Alors, il y a eu des études, et en 85, donc il a fallu attendre quand même une quinzaine d'années. Ils se sont dit, on va faire un trou dans le mur. Il fallait attendre 15 ans pour se dire, on va faire un trou dans le mur, et ça va permettre aux poissons de passer. Alors ça, c'est facile dans la théorie, parce qu'un trou dans le mur, voilà, mais comment on fait pour que le poisson il y aille dans ce trou? On va injecter de l'eau, parce qu'un saumon, et toute espèce, en fait, quand il remonte le cours d'eau, il est dirigé par l'eau qui lui tape sur le museau. Donc il se dit, je vais chercher, puis quand il va trouver ce petit flux qu'on lui envoie dans de l'eau, en fait, et il dit, ça me paraît pas mal de passer par là. Et donc on a cette porte à Goldflesh, et les poissons rentrent à l'intérieur, et à l'intérieur, ils se trouvent piégés. Ils ne peuvent plus ressortir. On rentre, on a comme une sorte de piège à guêpe, vous savez, un entonnoir. Les poissons rentrent et puis ils ne trouvent pas la sortie. Et une fois qu'ils sont capturés, piégés, la mécanique se met en branle, on les pousse dans une cuve, on leur fait remonter le mur dans la cuve, ils ressortent de l'autre côté et ils passent le barrage. C'est ce qu'on appelle un ascenseur à poissons. Et les images que je vous ai montrées au tout début de comment on contrôle des migrations, on voilà une. Un des moyens, c'est comme ils sont tous obligés de passer par là, on met une caméra, on les fait passer devant une gueule, puis on fait. Et puis à Nigado, il y a un gars qui compte les poissons toute sa vie. C'est la place de celui qui arrive. Et après, il sait d'évoluer. Donc on compte à peu près 200 000 poissons dans la structure au niveau de cet ascenseur, mais très peu de migrateurs. C'est valable pour toutes les espèces. Et toute espèce doit pouvoir circuler librement sur un cours d'eau, comme je disais tout à l'heure, indépendamment de ce que l'on a construit.
Donc Golfech, on va dire c'est réglé. Donc l'ascenseur, là par où ils sortent, là l'image de tout à l'heure, comment on les filme. Là on a deux saumons qui passent à la vitre. Et ils se retrouvent dans une eau très tranquille, beaucoup plus tranquille que sur la Garonne. Et après ils peuvent continuer leur chemin. Ils font 100 km, ils arrivent ici à Toulouse. Et bam, ça recommence. Alors c'est moins haut à Toulouse. Le premier obstacle qu'ils rencontrent, c'est le Bazac. Donc c'est juste à l'entrée de Toulouse. Et ça ressemble à ça. Donc là on imagine le saumon comme dans les films qui va sauter allègrement par au-dessus de l'obstacle. On n'a plus qu'à voir la belle image. Ça ne marche pas. Ça fait 4 mètres de haut, ça fait presque 15 mètres de large. Et puis il n'y a pas de fosse à l'aval. Donc il ne peut pas forcément de manière très simple prendre son élan, son impulsion et passer au-dessus. Donc on a imaginé autre chose. En 89, on a construit, alors non pas un ascenseur, mais un escalier. C'est un peu comme nous, quand on va au premier étage, on prend un escalier, quand on va au cinquième, on prend un ascenseur. Pour les poissons, on fait pareil. Donc le poisson, il va se retrouver attiré de la même manière sur le côté de l'obstacle, et puis se retrouver dans des bassins, ce qu'on appelle bassins successifs. Et entre chaque bassin, vous avez une différence de hauteur de 30 cm. C'est comme moi, quand je prends la marge d'un escalier, je suis 30 cm plus haut qu'avant. Et bien là, c'est pareil pour les poissons. Alors ils nagent. Il y a autant de bassins qu'il le faut pour récupérer la chute du Bazac. Donc au Bazac, il y a 17 bassins. Donc ils prennent là. Et puis en haut, on filme. Pareil. Donc on sait ce qu'il y avait à Golfech, on sait ce qu'il y a au Bazac. Donc on commence à avoir une idée de la dynamique de la POP et du nombre de poissons qui va être susceptible de se reproduire. Puisque quand on passe Toulouse, on est capable de se reproduire quand on est saumon. On arrive un petit peu dans les zones sauvées de la Garonne. Mais si je veux aller plus loin, j'en ai 19 à franchir. Bon, alors là, on s'est posé la question. On fait quoi, 19 passes à poisson? Ça coûte très cher de faire une passe à poisson. Et puis comme le saumon avait disparu et que l'habitat avait bien changé, on était incapable de dire aux gestionnaires ça va fonctionner en haut. Faites des passes à poisson, puis il va y avoir reproduction sans problème. Sauf qu'on n'était pas très à l'aise pour pouvoir dire des choses pareilles. Donc on a proposé une solution qui était un peu temporaire dans un premier temps puis qui perdure. C'est on piège au premier. Vous êtes obligé de faire une passe à poisson, faites-la au premier. On piège et puis on va les transporter, nous, ces poissons. On prend un camion, on les transporte sur l'autoroute, 60 km d'autoroute, et on les emmène au bon endroit. Alors quand j'en arrive là, en général, parce que je fais des fois ces présentations-là, tout le monde s'en va. On me dit qu'est-ce que c'est que cette restauration de poissons migrateurs de manière complètement artificielle avec un camion. On ne sait pas faire mieux pour l'instant. On ne sait pas faire mieux parce qu'une passe à poisson, c'est quand même qu'un pansement sur une jambe de bois. Et il ne faut pas imaginer que 100% des poissons empruntent une passe. On a toujours de l'échec, toujours du retard, et ces poissons n'ont pas le temps d'attendre. Donc en fait, si on construit 19 passes, là, à cet endroit-là, on va avoir 1 ou 2 saumons sur les zones, et donc ça ne va jamais fonctionner. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne sait pas faire. Donc peut-être qu'un jour, il y aura des gens parmi vous qui sauront faire la passe magique, et je l'espère, et je serai peut-être là pour vous voir. D'ailleurs, vous pouvez venir en stage chez nous. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc on transporte, et puis on regarde ce qui se passe. Donc pour faire ça, on a construit une passe à poissons premier, et puis au lieu de les transporter, que les poissons puissent aller au-dessus de l'obstacle de carbone, on les dérive, et ils prennent une petite passe à poissons, ils arrivent dans un bassin, et là il y a des gens de Migado, alors pas les mêmes que ceux qui comptent, mais ils vont tous les jours voir s'il y a un poisson dans le bassin. Alors en fait il y a des caméras, etc., on ne les passe pas pour rien, c'est de faire un bilan de carbone, justement un peu concis. Donc une petite vue là, de ce qui se passe quand vous êtes dans la cuve de l'ascenseur de carbone. Des poissons et puis un saumon là, qui a été capturé. Et donc, au lieu de remonter jusqu'en haut et de passer de l'autre côté du barrage, il arrive dans un bassin, on le voit tomber là. Et puis là, alors là, j'aime bien mettre cette image-là parce que EDF, qui finance intégralement, parce que c'est dans leur obligation réglementaire ce programme, ils ont dit on vous prend un camion, puis vous ouvrez la trappe et puis vous mettez les poissons à l'intérieur et vous partez. Sauf qu'on a tellement peu de saumon qu'on se voyait mal partir avec un camion et 3 saumons dans la cuve qui fait 4 mètres cubes. C'était pas hyper écologique. Alors on l'a fait une fois pour leur faire plaisir, puis on arrive. Donc la fois où on l'a fait, voilà, on avait 4 saumons dans la cube, on est parti au bord de l'eau, là où ils auraient dû aller s'ils étaient arrivés en nageant. Et puis on les fait sortir par la cuve, et puis après ils partent naturellement. Alors d'un point de vue vision comme ça du dessus, on se dit voilà là c'est tout pourri, qu'est-ce qu'ils nous font? Mais par contre d'un point de vue biologique, cette espèce-là, au lieu de mettre 3 mois pour arriver sur zone, elle a mis 1 heure. Et elle se retrouve en bon état, elle n'a plus qu'à attendre. Et comme je vous ai dit qu'elle ne se nourrissait pas, attendre sans se nourrir, c'est moins de dépenses d'énergie
Et en fait, elles s'attendent dans de bonnes conditions. Donc d'un point de vue strictement biologique, c'est la solution idéale. D'un point de vue éthique, on va dire, ou quoi que ce soit, restauration naturelle de migration, on peut redire sur ça. Et donc les poissons arrivent au bon endroit. Je vous ai dit qu'on ne prenait plus le camion, maintenant on fait d'autres choses. En fait, on piège, donc le capture, avec un bon golfèche, peu importe. On fait du prélèvement génétique pour savoir à qui on a affaire. Donc capturer un poisson, au lieu de le voir à la vidéo, ça apporte d'autres éléments. Prendre des écailles, donc savoir l'âge. On peut lire l'âge d'un poisson sur des écailles. Savoir si c'est un mâle et une femelle. Si on n'amène que des mâles en reproduction, ça ne va pas marcher notre histoire. Donc savoir si on amène un sexe ratio qui est équilibré. Prendre du tissu génétique. Savoir si on est en train de monter des frères et des sœurs. C'est important aussi pour la suite. Et puis on le pèse, on fait tout un tas de biométrie. Et après, c'est un peu comme à la fête foraine, on le met dans une caisse pour de l'eau, et puis on part avec notre poisson dans un véhicule léger. Alors c'est mis sous oxygène, c'est régulé en température, de manière à ce que quand on arrive après à l'endroit où il aurait dû être, il est acclimaté à la bonne température. Forcément, on les piège beaucoup plus en aval, et donc il faut baisser en température l'eau pour pas qu'il y ait un choc thermique au moment de la remise en eau de ces poissons. Et puis après, on les met dans des verseaux, ils se réveillent tout seuls et ils partent. Derrière ça, on fait ce qu'on appelle les suivis biologiques. C'est bien beau de mettre des poissons, mais est-ce que ça marche? Donc on va aller compter les nids. Donc compter la reproduction pour voir. Alors on utilise des drones, on y va à pied, en canoë, voilà, on fait tout. On va se balader au bord de l'eau et on regarde si le nombre de nids qu'on voit est cohérent par rapport au nombre d'individus qu'on a montés. C'est partie aussi de la dynamique de peuple. Et puis on observe ce qu'on observe, c'est-à-dire comme on compte des nids, on voit que la rivière elle est plutôt marron et puis la femelle creusant des nids, elle retourne les cailloux, et là on les voit là. Et donc quand elle retourne les cailloux, ça nettoie. Et donc quand on se balade en drone, on dit un nid, deux nids, trois nids, quatre nids. Ah bah ouais, mais on sait combien de poissons par nid, on sait combien on a remonté. Ah bah on est optimum. Ça marche pas. Et derrière ça, on ira voir s'il y a des petits. On fera des pêches électriques. Voir si la totalité du cycle biologique est accomplie. C'est le but du jeu. Et en ce moment, juste pour vous parler de résultats, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, mais sur 3000 km aller et 3000 km retour, on a un seul problème. C'est entre golfèche et sous-golfe. À golfèche, le nombre qui revient comme saumon, c'est à peu près 150 saumons par an. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est cohérent par rapport à ce qu'on sait qui part. Et on a ce qu'on appelle un taux de retour d'adultes qui est de l'ordre de 1 à 1,5%, qui correspond à peu près à ce que l'on voit en Irlande sur des rivières naturelles où il n'y a pas de système de repeuplement. Donc on est bon. À golfèche, on est pas mal. À Toulouse, sur 100 qui passent à golfèche, on en a que 30. Et là, on ne comprend plus, parce qu'en fait, il ne se passe rien d'autre que de la rivière, et 100 km. Donc on étudie ça. Là, je vous montre un graphe, mais voilà, c'est en bleu, en bleu ce qu'on voit à golfèche, et en vert ce qui arrive à Toulouse. On voit que suivant les années, c'est toujours faible. Alors qu'on ne peut pas se contenter de ça, il faudrait que la barre verte soit égale à la barre bleue pour que le fonctionnement total fonctionne. Donc on fait de la télémétrie, on essaye de comprendre ce qui se passe, on ne va pas rester comme ça à pleurer. Donc on équipe certains individus de balises radio, de tags acoustiques qui sont particuliers et de tags passifs qui sont particuliers. Ces 3 tags-là, couplés dans un seul poisson, nous apportent des éléments complémentaires pour pouvoir comprendre et son comportement, et les temps d'attente, et pourquoi il s'arrête à tel endroit, et pourquoi il fait demi-tour, et pourquoi il n'arrive pas au bazar. Et on étudie ça. Et le tag acoustique, là, je ne sais pas si vous avez vu la bestiole qui est dans le hall, là, le silure. On a des problèmes sur la Garonne, enfin en tout cas des problèmes. On a une accumulation de silure au pied d'obstacles, et on pense qu'il peut y avoir des interactions entre effarouchement, prédation, donc retard à la migration. Et il se trouve que les Canadiens ont inventé un nouveau tag qui s'appelle le tag prédation, où quand on équipe un saumon de ce tag-là, si le poisson se fait prédater, le code change de la marque. Et on a une idée de oui, je me suis fait prédater, donc est-ce que je suis toujours mon saumon, ou est-ce que je suis en train de suivre un silure qui a mangé mon saumon? Quand on fait de la télémétrie, on ne suit pas un individu, en fait on suit une marque. Et avec ces problèmes qu'on peut avoir, c'est intéressant de savoir si on suit toujours le même poisson qu'on a marqué. Et donc c'est juste une histoire de, dans la digestion, il y a de l'acide dissout une pastille, ça fait changer le code du tag. Donc on se balade en équipe, et puis on se balade en bateau sur la Garonne, et puis arrivent nos individus, là ça bip, donc là on suit en radio, on coupe le moteur, parce qu'on va faire de l'acoustique, donc il n'y a plus qu'un bruit, on plante une balise acoustique, ça sonne SAT, donc SAT, saumon atlantique, c'est bon,
on est sur notre saumon, ça a changé de code, on est sur un silo. Parce que c'est le seul prédateur qui est capable de manger des espèces de plus d'un mètre. Le saumon, c'est quand même un mètre. Et donc, comme ça, on arrive à avoir l'impact de la prédation sur les individus. Ça, je passe parce que c'est pas important. Je voulais juste vous montrer une dernière chose, et après j'arrête. Après une ou deux questions quand même. Ah oui, ok, alors vite fait. Juste, je vous ai dit qu'on mettait des petits halos, mais pour ça, il faut faire de la reproduction, donc capturer des géniteurs dans le milieu. Donc on capture des géniteurs dans le milieu et ça démarre pas. Donc vous avez reproduction artificielle, c'est super. Ah. Bon, comme ça va aller plus vite. Bon, j'avais des belles images d'œufs à vous montrer, etc. On vous laisse tomber, c'est pas bien. Ça plante toujours à ce niveau-là, de toute façon. Bon, bref, quand on a fait des œufs, juste pour vous dire que tout ça, prendre des géniteurs, mettre des œufs à l'eau, etc., c'est un travail de longue haleine. Et on va remettre les individus, les petits alpins, là où ils auraient dû naître. Donc sur le haut de la Garonne, sur le haut de l'Ariège, sur le haut de la Dordogne et sur le haut de la Corrèze. Ces petits-là vont partir, vont revenir et refaire l'histoire que je viens de vous raconter. Tout ça pour vous dire que c'est une histoire qui est passionnante, moi qui me passionne depuis presque 30 ans, et avec ces migrateurs-là, on a une vision globale du cours d'eau en fait. Tous les problèmes que rencontre un individu quand il part de l'océan, alors l'océan on ne va pas voir, mais dès qu'il arrive sur le territoire, on sait exactement ce qui lui arrive, et on peut aller apporter de la donnée à nos gestionnaires pour qu'ils décident, parce que nous on décide de rien, on est que même le biologiste, et après les gens qui ont des sous, ils règlent le problème ou pas. C'est souvent ce qui doit peut-être vous arriver dans votre vie future. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Laurent pour cette conférence passionnante. Juste, on va peut-être prendre, si vous en avez 2-3 questions, on va faire quelques minutes. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Oui. Merci pour cette présentation, notamment du bassin versant. On est aux Olympiades nationales de biologie. Et sur votre petite animation, vous dites que vous préférez celle des jeunes, mais vous montrez uniquement la souche du saumon de la Garonne, alors qu'aux chiffres que vous donnez, le saumon de la rivière Allier est quand même, qui est le plus grand migrateur, est plus important, mais vous ne l'avez pas montré dans votre animation. Pourquoi ? Parce que je travaille à Migado sur Garonne-Dordogne. En fait, non, j'aurais pu. Non, je suis bien d'accord. On aurait pu faire descendre tous les poissons. Vous êtes de Clermont-Ferrand ? Oui. Oui, voilà. Je salue mes amis de notre famille, peut-être que vous connaissez. Et en fait, il y a 7 associations comme nous en France, et je ne suis pas allé sur leur précaré. Et effectivement, j'aurais pu parler de tout ce qui se passe et de là. Sachant qu'il y a des problématiques qui sont exactement les mêmes sur la Loire, sur l'Allier, avec des problèmes de libre circulation, et puis des distances encore plus grandes que chez nous, puisque eux, ils contrôlent à Vichy, à 600 km de l'estuaire, donc ils ont une vision de tous les poissons qui vont potentiellement aller se reproduire, si tant est qu'on franchit Langeac, Trupes et compagnie. Donc c'est un endroit que je connais bien, et on travaille beaucoup avec, donc je ne les oublie pas, et j'adore Clermont-Ferrand, et ne venez pas me retrouver à cet endroit-là. Quelqu'un d'autre ? D'autres questions ? Oui. Vous avez donc exploré la migration du saumon jusqu'à ce qu'on a fait à la mer de la Garonne. Mais est-ce que les changements de qualité de l'eau entraînés par les activités humaines ne perturbent pas justement ce cycle de migration, même si on voit qu'ils reçoivent beaucoup d'aide pour passer les différents obstacles? Par rapport à la qualité physico-chimique de l'eau, est-ce que ça ne perturbe pas justement après les différents allers-retours? Parce qu'entre pour 2 ans de vie de saumon, la qualité de l'eau change quand même entre les 2 ans. Est-ce que Vous avez entendu la question? Non? Ils trouvaient que c'était très bien ce que j'avais. Donc oui, la qualité de l'eau. Alors ça impacte pas, oui ça peut impacter, mais pas tant que ça, parce que les délais sont courts et ça change pas tant que ça. Sachant que je la fais rapide, mais la Garonne est une autoroute, et en fait ce qui va surtout impacter c'est la température et les débits. C'est ça qui va donner l'impulsion ou l'arrêt dans la migration. Donc on le voit là, on est dans des conditions drastiques.
par exemple de 2023, mais 2022 et puis les 4-5 dernières années aussi. Et on se retrouve avec des conditions de migration qui sont raccourcies, avec la période qui est compliquée, l'eau qui chauffe. Quand il n'y a pas d'eau en plus et qu'il fait très chaud comme aujourd'hui, mais dans un mois il va faire encore plus chaud, les conditions de l'air vont influer directement sur les conditions de l'eau. Et un saumon, après 23 degrés Celsius dans l'eau, ça ne bouge plus. Et donc on a ces périodes qui sont courtes, donc des enjeux qui sont... il faut être très bon au bon moment en fait. Mars-avril, si on rate mars-avril, on rate à peu près 80% de ce qui va se passer par la suite. Donc on est plus sur ces problématiques-là et qui sont vraiment à l'air du temps, là, température de l'eau et puis la disponibilité en ressources. Allez, on prend une dernière question, s'il y en a une. Ah non. Alors, Ma question c'était les smolts, quand ils veulent rejoindre l'océan, ils font aussi face au barrage. Comment est-ce que. Oui, ils font face au barrage et on prend un camion. Mais c'est vrai. En fait, j'ai pas fait le sens inverse, mais les juvéniles, quand ils passent, on les récupère au premier obstacle, en tout cas ceux de Garonne, et on va les transporter jusqu'à la sortie de Toulouse. Et après, on va... Parce qu'on a à peu près 70% de mortalité dans les turbines. S'ils prennent les turbines. Autant un poisson qui monte, s'il tape dans le mur, et ben, il monte ou il monte pas. Autant un poisson qui descend, il descend. Et soit il passe au bon endroit, donc il y a des exutoires de dévalaison, donc des endroits spécifiques, genre des toboggans, l'aqualand pour le saumon. Mais s'il rate l'endroit, il passe dans les turbines, et on a à peu près entre 5 et 6% de mortalité par turbine. Il y a 19 obstacles sur le calcul, ça fait 70% de mortalité. On ne peut pas se permettre ça. Donc pour l'instant, on transporte. Donc il y a d'autres routes, les adultes qui croisent les juvéniles. Voilà. Une dernière. Une petite dernière rapide. Excusez-moi, bonjour. Quand vous dites que les poissons ils ont la mémoire de l'eau, donc ils se souviennent où ils sont nés, etc. Mais si vous les transportez en camion, comment on peut être sûr qu'en fait la reproduction va se faire à ce milieu-là ou dans cet endroit précis? En fait, l'imprégnation se fait avant la smoltification. C'est-à-dire c'est pendant qu'ils vivent 1 à 2 ans qu'ils viennent fixer sur leurs otolithes tout ce qui est microchimie de l'eau. Donc avant qu'ils partent. Comment ils peuvent revenir, sachant qu'il y a un moment où vous transportez? Mais ils ont imprégné avant. C'est-à-dire avant qu'on les transporte jusque là où ils doivent aller, et ben, ils acquièrent la mémoire de l'eau. Donc en fait, ils ont déjà l'eau de la Garonne avant que nous, on leur chointe une partie de la Garonne et qu'on la court-circuite. Donc ils sont déjà armés pour se dire je suis sur le bon cours d'eau, indépendamment de notre transport. C'est une des inquiétudes qu'on a eues, parce que c'était pas très connu cette histoire-là. Donc on s'est dit en transportant, est-ce qu'ils vont pas revenir plutôt dans notre pisciculture plutôt que dans notre rivière? Et en fait, on a fait des marquages et on a vu qu'en fait, ils ne s'égaraient pas et ils revenaient au bon endroit. Et l'imprégnation dans la littérature se fait au stade entre Alvin et Tacon, sur la première année. Donc en fait, on peut transporter. Merci beaucoup Laurent, vous pouvez l'applaudir. J'ai fait mes études à Nancy-Metz et j'ai discuté avec eux, donc je suis avec vous. Alors on va faire revenir les jurys.